Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Lia Cavaglione-Halimi, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Alors, Lise. Lia, vous faites partie de la section Viso à Vive, hein, et nous recevons aujourd'hui une femme engagée, une femme battante, une femme comme on les aime. Je cite donc Élise Feigeles, bonjour. Bonjour Lise. Bonjour Élise. Bonjour Lia. Élise, vous êtes aujourd'hui secrétaire générale de la DILCRA. Est-ce que vous pouvez nous définir la DILCRA ? C'est un acronyme pour dire délégation interministérielle, c'est-à-dire que nous sommes un service de l'État, un service du Premier ministre, donc placé au plus haut niveau de l'État, et nous pilotons les politiques publiques contre ces haines que sont le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, ainsi que les discriminations liées à l'origine. Il y a du travail en ce moment. Il y a du travail tout le temps, j'ai envie de dire, mais il est vrai que depuis le 7 octobre, nous avons affaire à un déferlement de haine assez particulier. Oui, alors justement, ce déferlement de haine, comment est-ce que il se présente ? Alors, évidemment, la lutte contre l'antisémitisme n'a pas commencé le 7 octobre, puisque nous avons été créés en 2012 et que c'était un des objets de la création, la lutte contre l'antisémitisme, de la création de la DILCRA. Et nous avons des actions au long cours de sensibilisation des jeunes, de formation des professionnels, notamment des policiers, des magistrats, d'accompagnement des associations. Depuis le 7 octobre, ça a d'abord été la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Nous ne dépendons pas du ministère de l'Intérieur, mais d'assurer la sécurité des personnes, bien entendu, et des biens. Nous avons tout de suite, assez rapidement, agi contre le déferlement de haine qui s'est exprimé sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il fallait surtout pas donner l'impression qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi, et notamment laisser proliférer non seulement des menaces de mort, des injures, mais aussi des fake news. Et donc, Olivier Klein, le délégué interministériel, a très vite réuni les plateformes pour rappeler leurs responsabilités en termes de modération. Mais nous avons aussi procédé à un grand nombre de signalements sur Pharos, la plateforme du ministère de l'Intérieur, pour qu'il y ait des procédures judiciaires, pour qu'on en arrive à des sanctions. Et nous travaillons au plus près vraiment de la société civile, des associations, pour qu'elles signalent, pour qu'elles accompagnent les victimes, pour qu'il y ait des plaintes nombreuses et que nous arrivions à ce message qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur Internet. Et puis nous avons aussi Olivier Klein, à la demande encore récemment d'Aurore Berger, la ministre de la lutte contre les discriminations, saisi le procureur. Donc voilà, nous continuons à travailler avec les policiers, les magistrats, les enseignants et très spécifiquement sur la haine en ligne. Alors justement, Élise, comment est-ce qu'on peut aider les Français à faire en sorte de faire la part des choses entre un conflit qui est loin, entre Israël et le Hamas, et finalement la communauté juive de France, puisque justement, quand on voit l'augmentation phénoménale des actes antisémites depuis le 7 octobre, il s'agit bien de cela. Il faut être très clair. Et par définition, des citoyens français juifs sont des citoyens français. Et donc, on voit bien depuis le 7 octobre qu'on a passé une nouvelle dimension dans la lutte contre l'antisémitisme. Il faut bien évidemment continuer à transmettre l'histoire, la mémoire, et spécifiquement la mémoire de la Shoah. Il faut lutter contre les préjugés. On a des préjugés ancestraux qui nous remontent de la nuit des temps. Il faut continuer à les déconstruire, notamment auprès des plus jeunes. Mais cette haine d'Israël et cette importation du conflit qu'on connaît déjà depuis quelques années, elle est évidemment présente au quotidien depuis le 7 octobre. Tout le monde peut avoir une opinion politique sur ce qui se passe là-bas. Mais il est important de rappeler que là-bas, c'est là-bas, ici, c'est ici. Et un citoyen français est un citoyen français. Et qu'à partir du moment où on s'en prend à un citoyen français pour ce qu'il se passe ailleurs, ça devient de l'antisémitisme. Ce n'est plus une opinion politique, ça devient un délit. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler parce que à force de dire on veut pas d'une importation, l'importation elle est là. Et c'est vrai que sous couvert d'opinion politique, tout le monde peut avoir de l'empathie pour toutes les victimes qu'il y a eu depuis le 7 octobre. Mais on ne doit pas rendre responsable quiconque dans notre pays parce que ça divise notre société. Et évidemment, comme je vous le disais, ça devient un délit lorsqu'on s'en prend à un citoyen français juif parce qu'on l'assimile à une collectivité de juifs qui serait responsable de ce qui se passe au Proche-Orient. Alors justement, vous prononcez le mot politique. Quelle est l'attitude de votre organisation face aux prises de position de certains partis politiques en France ?
Nous sommes un service de l'État, donc nous, c'est pas notre rôle de rentrer dans les débats politiques et dans les polémiques politiques. Néanmoins, on peut évidemment rappeler qu'aucun politique n'est au-dessus des lois et que lorsqu'on s'en prend à la dignité humaine, lorsqu'on s'en prend et quand on jette de l'huile sur le feu et qu'on en vient à provoquer de la haine contre les individus, eh bien, il faut faire attention parce qu'on n'en est plus dans le domaine des opinions. Donc, sans rentrer dans les débats politiques, nous sommes soucieux que chacun reste à sa place et ne se considère pas au-dessus de ces lois-là. Ouais, absolument. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'information aujourd'hui, elle est essentiellement relayée par les réseaux sociaux et aussi créée par l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on assiste aujourd'hui à la guerre du nombre. Plus on poste, plus on a raison et plus on est diffusé. Comment on peut faire, à titre individuel déjà, pour se prémunir de la fausse information et aussi à titre collectif, comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce que la DILCRA agit ? Alors, je vous disais à l'instant que les politiques avaient une responsabilité en tant que porteurs de la parole publique. Il y a une autre profession qui a une grande responsabilité, ce sont les journalistes. Oui. Et les journalistes, on attend d'eux qu'ils diffusent une parole éclairée, une parole de vérité. Ça n'est pas toujours le cas. Et nous sommes également très vigilants là-dessus. Donc, la DILCRA signale les fake news, comme je vous le disais, au même titre que des propos injurieux. Donc c'est vrai que tant la police que la justice peut être saisie de ce type de fake news, mais nous travaillons également, comme je vous le disais, avec les associations, et c'est là qu'on a tous une responsabilité, y compris en tant que citoyen, mais il y a des associations qui sont spécialisées là-dedans pour repérer un peu ces fausses informations et aussi, quand je vous parlais d'associations spécialisées, on les soutient financièrement, de travailler contre ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique, éviter que les personnes soient dans leur bulle sur Internet. Et être dans sa bulle sur Internet, ça veut dire qu'on va toujours chercher les mêmes informations par les mêmes sources et les mêmes canaux. Et ça, c'est évidemment de la sensibilisation dès le plus jeune âge, mais c'est aussi un travail technique. Et donc là, évidemment, ça se fait au niveau du ministère du numérique, au niveau de la DILCRA et au niveau d'associations spécialisées. Alors, c'est encore plus vrai qu'effectivement, le réseau des algorithmes, enfin, les réseaux sociaux ont leur propre algorithme qui font que plus on est intéressé par un camp ou par l'autre, plus on va avoir des informations poussées sur un camp ou l'autre. Et c'est assez dingue de voir effectivement qu'il n'y a pas vraiment de pont entre les deux. Donc finalement, on a envie de dire que les réseaux sociaux peut-être coupent les ponts des communications peut-être intercommunautaires. C'est pourquoi il faut vraiment beaucoup soutenir les associations qui, au contraire, ouvrent non seulement l'état d'esprit en sensibilisant dès le plus jeune âge dans les écoles, on soutient des associations, mais aussi qui ont une action au quotidien sur Internet pour faire de la production de propos justes, de propos qui vérifient à chaque fois leurs sources, leurs données, et puis aussi de propos qui sont respectueux de la loi et puis d'une certaine idée de la fraternité de notre République. Et justement, est-ce que vous avez des statistiques un petit peu sur ce qui a été bloqué en termes de fausses informations ? Parce que c'est très difficile, en fait, face à la déferlante du nombre. Est-ce qu'on arrive peut-être nous donner un exemple, c'est ça ? Oui, ou peut-être un exemple de fake news. Non, alors on parle, nous on travaille beaucoup avec Pharos et c'est vrai que pour le moment on est trop le nez dedans, si je puis me permettre, pour que Pharos nous donne des chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que on est au quotidien en travail avec eux. Donc, comme type de signalement récemment, alors c'est pas des fake news, nous c'est plutôt des attaques. Moi j'ai cette image très dure à l'esprit. On parlait de ici c'est ici, là-bas c'est là-bas, de ce monsieur qui s'est fait agresser dans le métro et l'auteur de cette vidéo qui lui demandait des comptes sur ce qui se passait à Gaza, qu'il l'a tout de suite posté sur les réseaux sociaux et c'est devenu complètement viral. Donc, pour une part, en effet, lorsque on emploie sur une vidéo dans l'espace public ce terme de génocide, c'est une manière justement de propager cette forme d'antisémitisme, de retourner les responsabilités en faisant des juifs des nazis, d'une certaine manière. Et puis alors, en le postant sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir la plus grande vue et la plus grande viralité possible. Donc là, bien entendu, la DILCRA a tout de suite signalé et sur demande d'Aurore Berger, Olivier Klein a saisi le procureur de la République pour que cette vidéo soit retirée. Elle l'a été d'ailleurs très rapidement, mais même quand les vidéos sont retirées, elles ont déjà été partagées un grand nombre de fois. Voilà. Donc le travail doit se faire avec la police et la justice, mais avec les plateformes. Les plateformes ont une responsabilité. On sait qu'il y avait eu déjà un travail par les pouvoirs publics avec la loi qui avait été portée par Laetitia Avia
censuré en grande partie, mais qui avait permis la création d'un pôle national de lutte contre la haine en ligne, avec des magistrats qui sont spécialisés, avec lesquels, bien entendu, nous travaillons. Et puis, surtout, une prise de conscience au niveau européen, parce que c'est au niveau européen que nous devons faire pression sur les plateformes pour qu'elles régulent, pour qu'elles modèrent, et puis impliquer des sanctions si elles n'assument pas cette responsabilité. Exactement, on peut bien sûr imaginer qu'il y a un conflit d'intérêts entre des plateformes qui, elles, ont vocation à avoir le plus de vues possible. Voilà, le plus de trafic possible, Oui. qui est généré par la viralité de certains types de vidéos dont on vient de citer l'exemple. Je vous disais que personne n'était au-dessus des lois, ni les politiques, ni les journalistes, bien entendu, pas plus les plateformes qui ont une responsabilité légale, bien entendu, mais sociale, je pense, dans l'importance qu'elles ont maintenant dans nos vies, et notamment pour les jeunes. Bien sûr. Elles ont une responsabilité sociale, et nous faisons le pari qu'à un moment donné, elles assumeront quand même cette responsabilité en modérant beaucoup plus. Espérons-le. Alors, à la DILCRA, on combat le racisme, l'antisémitisme, les discriminations LGBT. Est-ce que pour vous, c'est le même combat ? Alors, ça n'est pas le même combat, mais force est de constater que nous avons les mêmes ennemis. La DILCRA a été créée en 2012 pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. On a rajouté la haine anti-LGBT en 2015, après un attentat qui avait eu lieu à Orlando contre une boîte fréquentée par la communauté gay, un attentat islamiste. Ça venait après les attentats islamistes qui avaient touché non seulement les Juifs de France, mais la République tout entière. Et on s'aperçoit que, évidemment, chacune de ces haines a des caractéristiques spécifiques. Nous les connaissons et nous savons les combattre en nous appuyant sur des acteurs de la société civile qui sont spécialisés. Mais on voit bien aussi qu'elles sont nourries par les mêmes ressorts, qui sont quoi ? La haine de l'autre, de l'altérité, la peur de l'autre, qui est nourrie par les extrêmes, notamment, qui alimente cette peur de l'autre, les préjugés contre lesquels il faut lutter, la perméabilité au complotisme. Donc oui, il faut trouver des solutions spécifiques, mais je crois qu'il y a un combat global que nous arrivons à mener à la DILCRA pour promouvoir cette fraternité qui est une des valeurs cardinales de notre République, cette vision universaliste de la République qui nous protège tous dans nos identités multiples. Et voilà, c'est ça que nous faisons à la DILCRA, c'est le respect de la dignité humaine dans l'ensemble de nos identités. Et c'est bien sûr très très important. Oui, absolument. C'est vrai que, alors peut-être qu'on peut parler un petit moment aussi de la tendance wokiste aux États-Unis, la place qu'elle a prise dans les universités là-bas. On l'a vu notamment avec les prises de position Israël-Gaza. Alors, c'est intéressant de parler de ce qui se passe là-bas, mais plus intéressant de parler de ce qui se passe surtout dans les universités en France. Comment est-ce que vous voyez cette dérive et qu'est-ce qu'on y fait ? Est-ce que le wokisme, c'est toujours une bonne chose ? Est-ce que c'est en lien justement ou pas avec les luttes de la DILCRA ? Comment est-ce que ça se parle ? Par définition, le wokisme, c'est un attachement aux personnes les plus fragiles, les plus discriminées. Nous travaillons justement pour préserver l'ensemble des identités et notamment les gens qui subissent des discriminations. En revanche, nous avons, contrairement, me semble-t-il, à la tendance woke, nous avons, ce que je vous disais, cette vision universaliste de la République, qui est de dire que nous ne sommes pas là pour exclure quiconque et pour mener des combats comme ça en silo, en couloir, les uns repliés sur sa propre identité, mais au contraire, pour faire en sorte de créer des ponts. On parlait de ponts tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment une image forte pour les combats de la DILCRA, c'est créer des ponts pour qu'en réalité, chacun puisse trouver sa place dans la République, quelle que soit son identité, sa religion, son orientation sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, son origine, sans avoir à être menacé, agressé, discriminé. Et en effet, dans les universités, parce que peut-être que la jeunesse a cette tendance radicale, il y a également en France des confusions entre les opinions politiques et le fait de s'en prendre aux personnes pour leur identité. Et on a vu des choses qui étaient évidemment qui relevaient de l'ordre de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Nous travaillons de manière très très proche avec l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF. Nous travaillons évidemment à soutenir leurs actions, également dans le cadre du programme Coexiste, qui intervient dans les écoles pour déconstruire dont on parle les très préjugés, souvent, qui travaille avec SOS Racisme et avec la FAGE. Et c'est ce que je vous disais, travailler ensemble et non pas les uns repliés sur son identité. C'est vraiment l'essence du programme Coexiste et de l'action de l'UEJF en général, mais aussi l'UEJF qui travaille beaucoup, et tout comme nous, puisque nous sommes une délégation interministérielle, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et Sylvie Retailleau, pour qu'il y ait dans chaque établissement d'enseignement supérieur
un référent racisme antisémitisme qui soit clairement identifié. C'est-à-dire que quand il y a des victimes, eh bien qu'ils puissent se référer à ce référent, et puis qu'il y ait des actions positives qui soient menées aussi, de sensibilisation et justement de transmission de la réalité, de la vérité peut-être. Donc ces référents, ils existent, ils sont peut-être pas encore suffisamment visibles, peut-être pas encore suffisamment armés. C'est un travail que nous menons à la DILCRA avec les associations et spécifiquement l'UEJF, avec Sylvie Retailleau et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis évidemment, lorsqu'il y a des choses graves qui se passent, il faut signaler et il faut mobiliser les présidents d'université. Depuis le 7 octobre, ça a été le cas. Alors, est-ce que quand le 7 octobre est arrivé, vous avez dû réagir d'une façon particulière à la DILCRA? Et est-ce que vous, individuellement, enfin, j'aurais voulu savoir, Élise Feigeles, comment est-ce que vous avez réagi? En tant qu'individu, puisque oui. Ce sont mes origines aussi. Je suis juive, je suis petite enfant de déportée, donc avec une histoire qui a résonné, je pense, pour beaucoup d'entre nous oui. De manière très douloureuse. Évidemment, je pense qu'on est tous inquiets. Ça a été non seulement une colère, une peine, un effroi et une grande inquiétude. Voilà, oui. Pour la France et pour la marche du monde. Parce que ce combat contre l'islamisme est un combat qui concerne tout le monde et nos sociétés occidentales, on le sait bien. Et puis évidemment, personne ne peut être insensible ni au sort des victimes du 7 octobre, au sort des féminicides qui ont eu lieu le 7 octobre, oui. Au sort des otages qui ont été libérés, mais avec ce qu'ils ont souffert, au sort des otages qui sont encore là-bas, ni au sort des victimes civiles à Gaza. Évidemment, on ne peut pas être insensible à l'ensemble de ces souffrances. Maintenant, je vais vous parler en tant que secrétaire général de la DILCRA et mon identité ne doit pas intervenir là-dedans. Bien sûr. Je vous parle de République universaliste. Nous devons travailler à la cohésion nationale. Donc évidemment, ne rien laisser passer. À nouveau, aucune opinion et aucune empathie qu'on peut avoir pour les victimes là-bas ne peut justifier de la haine à l'égard d'aucun de nos compatriotes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, quelles que soient d'ailleurs les opinions qu'on veut exprimer. Nous avons à la DILCRA des programmes justement de connaissances mutuelles, de partage culturel. Ça peut être le soutien à l'Écuge qui fait un festival Confluence oui. Là en début de cette année sur qu'on a beaucoup promotionné sur Radio J. Les cultures, voilà, la DILCRA soutient ce festival. Oui. Évidemment, la mallette pédagogique qui existe depuis plusieurs années entre l'Institut du monde arabe et le Musée d'art et d'histoire du judaïsme qui s'appelle Culture en partage. Et dans les écoles, dans les établissements scolaires, on montre ce qui nous rassemble, ce qui rassemble les cultures. Et donc, c'est ce travail que nous menons. On parlait tout à l'heure du travail de Coexiste et de l'UEJF. Il y a aussi ce tour avec SOS Racisme qui s'appelle Salam, Shalom, Salut, où des jeunes vont se parler, des jeunes militants de l'UEJF vont dans les quartiers, vont parler à des personnes qui sont d'origine, on va dire, maghrébine et qui vont... essayer de déminer les fake news, les préjugés, les haines. Donc oui, à la DILCRA, nous sommes attachés à ce type de programme pour justement créer des ponts et faire en sorte qu'on n'a pas le choix, on vive ensemble dans cette République. Il s'agit de notre humanité et il s'agit, je pense, du devenir des générations futures. Comment vont-elles vivre ensemble dans ce pays ? Absolument. Alors, c'est vrai, vous dites la clé du succès pour vous, c'est qu'on ait un dialogue intercommunautaire, interreligieux, interassociatif. Mais on remarque que depuis le 7 octobre, il y a beaucoup de ces ponts-là qui se sont effondrés. Et donc, la question aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour les reconstruire ? Et est-ce que les différents interlocuteurs sont là encore aujourd'hui et disposés comme ils l'étaient avant pour parler et communiquer ensemble ? Les associations, elles sont là. Elles continuent leur travail. À la DILCRA, nous avons un budget pour promouvoir des associations au niveau local qui agissent sur un département, des petites associations, et puis un budget avec des associations plus nationales. Au niveau local, là, on vient d'avoir les remontées des préfectures. C'est les préfectures qui connaissent bien le terrain. Et on voit bien, d'ailleurs, dans toutes les préfectures, qu'il y a eu ces signalements et l'explosion de cet antisémitisme qui a touché tous les territoires. On voit bien l'explosion aussi des initiatives associatives de terrain, que ce soit en ruralité, que ce soit dans les quartiers, pour justement faire en sorte qu'on arrive à se parler et notamment qu'on transmette l'histoire. C'est-à-dire que Olivier Klein raconte beaucoup que il a reçu Ginette Kolinka chez lui, puisqu'il est également maire de Clichy-sous-Bois, dans le 93 à Clichy-sous-Bois, dans des quartiers difficiles, comme on dit, et que cette rencontre, elle s'est faite dans le respect, dans l'émotion, et laissera des traces. Eh bien, que partout sur le territoire, il puisse y avoir du travail, à nouveau, sur la transmission de la mémoire et des mémoires.
qu'on travaille sur la mémoire de la Shoah, mais qu'on travaille sur la mémoire de l'esclavage, qu'on travaille sur la mémoire des génocides. On parle aussi des génocides des Tutsis et des génocides des Arméniens, bien entendu. Qu'on travaille sur l'histoire des migrations dans notre pays. Ça, il y a des initiatives. Il y a quelques semaines, on a remis le prix Lana Limi. Sur 45 candidatures, on a 4 équipes lauréates qui sont venues à Paris chez le Premier ministre Gabriel Attal qui les a reçues, qui a remis ce prix Lana Limi. Donc un prix à la mémoire d'Ilana Halimi, mais aussi pour promouvoir ce type d'initiative chez les jeunes. Et juste, je voulais vous dire en 2 mots, le Grand Prix, c'est des jeunes d'une mission locale, donc des jeunes qu'on aide dans leur parcours d'insertion professionnelle d'une mission locale à Limoges, qui le disent eux-mêmes, n'avaient jamais entendu parler de l'antisémitisme. La Shoah, ils savaient ce que c'était, mais enfin, c'était pas leur sujet. Et puis, leurs encadrants les ont fait travailler justement sur l'antisémitisme. Ils ont fait un court-métrage magnifique avec des images d'archives, avec des images d'actualité. Ils se sont mis eux-mêmes en scène pour parler des préjugés, pour parler de la haine. C'est devenu leur combat désormais. Donc oui, moi, je suis optimiste parce que je sais que si on continue à vouloir valoriser ce type d'initiative, si nous, les engagés, les combattants, on baisse pas les bras et on est les plus nombreux, ce combat-là, on l'emportera. Eh bien, c'est une très jolie conclusion, Lia Cavaglione-Halimi. On se retrouve tous les vendredis à 12h15, place du Trocadéro. Pour les mères de l'espoir. Pour les mères de l'espoir, initiées par l'Aviso. Peut-être y êtes-vous déjà allés. Voilà. Exactement, et on s'y voit. Merci beaucoup, Élise Feigeles, pour votre Élise. temps, votre énergie et votre inspiration. À bientôt, quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir. Au revoir.